Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour « À votre avis ». Le débat d'idées et la contestation pacifique de la politique gouvernementale par l'opposition parlementaire et la société civile sont indissociables de la dynamique endogène de tout système démocratique sain et qui aspire à prospérer dans la durée. Malheureusement, dans bien de nos pays, on observe une aversion quasi pathologique de certains tenants du pouvoir d'État à accepter le pluralisme des opinions, mais surtout, et pire, on constate leur aversion à admettre la vocation pourtant naturelle de l'opposition à militer pour conquérir le pouvoir sur la base de cet autre principe cardinal de la démocratie qu'est l'alternance à l'issue d'élections régulières, justes et transparentes comme il se doit. Selon les pays et les acteurs, les opposants seraient des malfaiteurs, des apatrides, des putschistes, des terroristes ou des comploteurs et à tout le moins des criminels en puissance, quand ils ne sont pas tout simplement déclarés ennemis et traités comme tels, comme au bon vieux temps de la funeste pensée monomaniaque du parti unique, des opposants que l'on tourmente, qu'on embastille, qu'on pourchasse et qu'on contraint parfois à l'exil ou que malheureusement il arrive qu'on assassine sans autre forme de procès, peu importe que cette opposition ait ou non un statut que lui confère explicitement ou implicitement la Constitution. Alors, mesdames et messieurs, comment comprendre cette forme de schizophrénie systémique? Oui, comment prétendre d'une part vouloir ancrer une culture et des valeurs démocratiques dans le système institutionnel et dans le même temps rejeter l'un des principes structurants essentiels du même système, à savoir l'existence régulière, active et sécurisée d'une opposition républicaine souchée à un cadre légal. À cette conception insolite de la gouvernance démocratique et à bien d'autres bizarreries du même genre, nous allons tenter ce soir d'apporter des éclairages avec les contributions de nos invités que j'ai maintenant le plaisir de vous présenter. Professeur Omar Kanouté, vous êtes professeur à l'université de Bamako. Vous êtes écrivain et homme politique. Je rappelle aussi que vous avez été vice-président de l'Assemblée nationale de votre pays. Et docteur Badje Ima, vous êtes directeur pour le Mali du National Democratic Institute, NDI. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation d'Africable à participer à cette émission. Je vous demanderai votre avis en réaction à certaines interventions téléphoniques de nos téléspectateurs. Voyons ce que pensent les Africains de notre sujet de ce soir dans le micro-trottoir d'à votre avis. À mon avis, l'opposition politique est bien une institution dans les démocraties en Afrique, parce que notre ancien président, Maître Abdoulaye Wade, a en fait démocratisé, si je peux dire, les institutions ici au Sénégal, permettant une libre expression de toutes les oppositions. Donc de ce fait, je pense qu'en Afrique, en tous les cas, cette mentalité-là, elle est bien ancrée dans nos valeurs. Il y a une loi sur le statut de l'opposition et qui prévoit les conditions de fonctionnement de l'opposition avec les moyens de l'État pour permettre un fonctionnement normal de la démocratie. Mais le gouvernement en place met tout en œuvre pour étouffer toute voix dissonante. Et c'est dans cet esprit que les dispositions légales ne trouvent pas à s'appliquer et c'est regrettable. Nous savons très bien que le chef de file de l'opposition est comme un vice-président, si nous pouvons le dire. Ce qui fait que tout dossier, normalement engageant la nation, devrait passer aussi par le chef de file de l'opposition. Mais
Très malheureusement, nous constatons que dans nos pays, surtout en Afrique, nous constatons que cela ne se pratique pas en tant que tel, comme prévu par les textes qui régissent l'opposition politique. L'opposition, c'est le parti-là qui refuse les postes politiques, c'est-à-dire être ministre, être responsable d'institutions du pouvoir. Alors, et c'est comme ça qu'on avait défini l'opposition. Mais le pouvoir a tenté, en voulant créer ses propres opposants, en tout cas travailler à vider ce contenu. Aujourd'hui, l'opposition, il n'y a plus de définition pour l'opposition. Le statut pour l'opposition, c'est une très bonne chose pour la démocratie en Afrique. Mais il s'avère que ces statuts sont tout le temps violés par les dirigeants. Mais sinon, je pense que ça peut être une très bonne chose si les deux partis arrivent à s'exécuter dans un canevas bien cerné. Globalement, le pouvoir actuel ne veut même pas que des lois s'appliquent. Vous voyez un peu comment ça se fait avec la mise en œuvre des décisions de justice. L'accès aux médias publics nous est pratiquement interdit. Malgré que nous soyons allés à la HAC 3 fois, l'ancien président de la HAC, Théophile Nata, finit par nous dire que lui, il est impuissant. Il ne peut rien faire contre le directeur général de l'ORTB pour que nous puissions exercer au moins ce droit minimum. Si on veut qu'il y ait une vraie démocratie dans les pays africains, je pense qu'une démocratie forte a besoin d'une opposition aussi forte. Et il faut, en ce temps, accorder à l'opposition un statut particulier pour l'opposition. Je crois que ça ferait grandir notre démocratie en Afrique. Si l'opposition joue vraiment son rôle, cette opposition, même avec un statut particulier, n'accepterait pas d'être une opposition corrompue. Parce que si l'opposition est corrompue, mais en ce temps, on va se demander où vont les pays africains. Il faut que les acteurs politiques soient davantage conscientisés, surtout le parti au pouvoir, ou bien les partis au pouvoir, que le président de la République sache que l'opposition mérite tout le respect qu'il faut et qu'elle est une nécessité dans une démocratie qui se respecte. Quand on n'a pas une opposition forte dans une démocratie, on considère qu'il n'y a plus de démocratie, mais plutôt c'est la dictature. Voilà. Alors, professeur Kanouté, je me tourne vers vous pour une première réaction à ce micro-trottoir que nous venons de suivre. Eh bien, ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est que tous ceux qui ont parlé ont estimé que l'opposition a un statut, soit un statut qui est explicitement dans un texte normatif ou alors de façon implicite dans les textes qui existent, mais que c'est dans la pratique qu'on se rend compte que on met souvent des bâtons dans les roues. Même si on pense qu'on dit généralement que la politique c'est la guerre sans les armes, donc on voit très souvent que le pouvoir agit souvent de façon à entraver la marche normale de l'opposition. Mais il arrive aussi souvent que ce soit l'opposition elle-même qui se mette des bâtons dans les roues. Je pense qu'on aura l'occasion d'entrer dans les détails. Mais c'est ce qu'on remarque tout de suite. Très bien. Docteur Badié. Oui, merci Mariko. Et je voudrais profiter de ma première prise de parole pour vraiment féliciter Africable pour l'important travail d'utilité pratique sur notre continent. Mais quand j'écoute les différents intervenants, il y a au moins 6 intervenants qui sont presque tous unanimes de l'importance et du travail, du rôle et de la fonction de l'opposition pour l'animation politique en démocratie.
Mais nonobstant cela, presque tous font le constat amer que ce n'est pas effectif dans la réalité. Et nous devons travailler véritablement pour que cela soit effectif, pour que l'opposition joue aussi son rôle en cas de renforcement de la démocratie, de l'état de droit et du respect en matière de respect des libertés individuelles et collectives. Cela me semble important. Sans opposition, vous n'avez pas de démocratie, et je crois que l'un des intervenants l'a dit de la manière la plus lumineuse. Oui, très bien. Je rebondis sur ça parce que, professeur Kanouté, vous avez écrit sur notre sujet. Évidemment, nous, quand nous préparons nos émissions, nous allons chercher les informations là où elles sont. Et je vais vous citer une phrase que vous avez écrite et je voudrais que vous nous l'explicitiez un peu plus que ce ne l'est dans le texte. Voilà ce que vous dites dans un texte que vous avez intitulé « L'opposition au Mali, forces et limites ». Vous dites « La démocratie, c'est incontestablement la loi de la majorité. Mais l'usage tyrannique du fait majoritaire conduit infailliblement à la gestion solitaire, un déni de démocratie. » Je voudrais d'abord préciser que ce texte est une communication faite lors d'un atelier organisé par la fondation CEMDID, Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie. C'était, je crois, au mois de mars 2014 au Grand Hôtel, donc il y a quelques mois de cela. Et effectivement... Ce qui n'enlève rien à la pertinence du propos. Oui, je crois. Et je vous en remercie, puisque ça vient d'être publié un peu dans la presse et maintenant le sujet est d'actualité. Dans ce texte, en fait, j'ai essayé de faire un peu le tour de la question depuis 92 jusqu'à nos jours, comment l'opposition s'est comportée, quelles ont été, n'est-ce pas, ses forces et ses faiblesses. Et le constat, justement, c'est que cette opposition a souvent été entravée par ce que j'ai appelé l'usage tyrannique du fait majoritaire. On vient de le dire, et dans notre statut, le statut de l'opposition, il est dit clairement que l'opposition est un élément essentiel de la démocratie pluraliste. Et qu'en tant que telle, elle doit être politiquement reconnue, juridiquement protégée. Et qu'elle a donc des droits et des devoirs. Mais voyez-vous, quand on se trouve dans une situation où un parti majoritaire, disons même un parti qui a la majorité absolue, donc il peut se dire je peux me passer des autres, et ça pose des problèmes. C'est-à-dire il peut en vouloir d'abord à ses propres alliés, parce qu'il va dire bon, moi je peux diriger tout seul, pourquoi m'encombrer d'alliés? Bon, donc il y a souvent une attitude de mépris vis-à-vis de ces alliés-là. Et quant à l'opposition, c'est dire, bon, de toutes les manières, attendez la fin de notre mandat et puis vous allez... Donc, finalement, ce parti risque d'être tout seul. Et comme on l'a dit, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas... Quelqu'un l'a dit tout de suite, il n'y a pas de démocratie. S'il y a une opposition forte, cela renforce en réalité la démocratie dans les pays. Mais quand l'opposition est faible, eh bien, ceci est de nature aussi à affaiblir le jeu démocratique. Donc c'est pour cette raison qu'il dit qu'une gestion solitaire, c'est une gestion tyrannique et c'est contraire à l'esprit de la démocratie. Docteur Badji, il y a un constat qu'on peut faire assez rapidement, c'est que sur notre continent, très peu de pays ont déjà connu une alternance démocratique du pouvoir. Très peu. Alors pourquoi, selon vous, à ces très rares exceptions près, l'opposition en Afrique n'arrive pas à accéder au pouvoir démocratiquement?
Qu'est-ce qui explique ça? Je pense qu'on peut identifier un certain nombre de raisons. Et je me rappelle bien, le président François Mitterrand opposant, cette même question lui a été posée de l'hypothèse ou de l'utilité d'un statut de l'opposition. Il a répondu, il dit, c'est une notion qui lui paraît bizarre, parce qu'en soi, les droits de l'opposition sont déjà consacrés dans les textes, la Constitution et l'ensemble des textes. L'opposition doit ou peut participer à la vie de la nation, mais il s'est empressé d'ajouter, mais depuis 15 ans, nous sommes exclus de tout. Et c'est le président François Mitterrand, opposant en son temps, qui le dit. Il dit, nous sommes exclus de toute forme de représentation de notre propre pays dans des délégations officielles. Nos amendements au niveau de l'Assemblée nationale ne vont jamais en plénière. Il dit, et mes murs sont pimentés de micros. Ce sont des expressions de François Mitterrand. Mes amis sont suivis. Alors, et il était obligé de se rendre à l'évidence qu'il y a la nécessité de statuer sur la position et sur le rôle, en cas de l'opposition en démocratie. Mais Mitterrand parlait beaucoup plus de code de bon usage de la démocratie. Mais à partir du moment où il y a l'ensemble de ces entraves-là, je n'ai fait que citer François Mitterrand, mais je pense que tous les opposants en Afrique doivent pouvoir se retrouver dans la description qu'il vient tantôt de donner. Alors, à partir du moment où il y a des entraves en termes d'expression, en termes de liberté et de droits collectifs, et la capacité ou la possibilité d'accéder aux médias publics pour s'exprimer par rapport à la politique publique, pour communiquer avec les citoyens sur les projets de société, les idées, donc on n'a plus d'alternative. Il n'y a même pas la possibilité que les citoyens eux-mêmes écoutent ou suivent durant ou au cours du mandat du régime, en cours des propositions alternatives, et on arrive en tout cas à des élections sans que les citoyens aient la possibilité pendant 5 années de mandat d'entendre d'autres sons de cloche, d'entendre d'autres citoyens, d'entendre d'autres idées, d'entendre d'autres opinions ou d'autres projets de société. Et je pense que c'est une des explications qu'il faut véritablement et qui font que l'alternance, parce que l'alternance, ça se prépare parce que la compétition politique, c'est pas uniquement au moment du processus électoral, c'est toute l'année du mandat que l'ensemble des acteurs, opposition ou ceux qui sont dans la majorité ou au pouvoir, doivent s'exprimer, doivent faire des propositions, doivent faire des démonstrations à l'opinion nationale, et c'est ce qui permettra en tout cas aux citoyens de choisir. Très bien. Très bien. Alors, je vous invite, nous avons M. Sidya Touré, qui fut Premier ministre de Guinée et qui est aujourd'hui à l'opposition. Nous avons donc M. Sidya Touré en ligne depuis Abidjan. Nous allons l'écouter et puis vous réagirez à ses propos. Bonsoir M. Sidya Touré. Bonsoir M. Marico. Alors, vous avez été ancien Premier ministre, vous êtes ancien Premier ministre de votre pays, la Guinée. Vous êtes aujourd'hui à l'opposition. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près de ces deux positions que vous avez expérimentées, ce qui en découle par rapport à l'institutionnalisation de l'opposition dans les démocraties africaines? Écoutez, je vous remercie. Je pense que c'est une question qu'on doit pouvoir se poser. Cela dépend absolument des pays où l'on vit. Ceux qui ont, parmi ces pays, engagé un processus de réforme tendant à vraiment démocratiser le système chez eux, notamment, je parle de pays comme le Sénégal, même le Mali, la Côte d'Ivoire, on a une possibilité, on a une ouverture, on a
disons, un débat qui permet vraiment de recueillir les points de vue des uns et des autres, et des fois même l'accès aux médias d'État. Moi, j'ai été Premier ministre à une période avec un gouvernement militaire. Je dois avouer que vers la fin du régime, au moment où j'arrivais, il y avait pas mal d'ouverture. Parce que c'est en ce moment que nous avons introduit pas mal de réformes concernant la télévision et autres. Mais il est certain que c'était pas dans les années 96-99 la grande ouverture à laquelle on pouvait s'attendre. Je retiendrai quand même de ce monsieur, le général Lansana Conté, que grâce à lui, nous avons pu mettre en place une commission électorale nationale indépendante en Guinée, que nous avons eu l'ouverture des médias, les télévisions privées et autres, que grâce à lui, nous avons également fait une charte des partis politiques, toutes choses qui, malheureusement, si je me réfère à l'expérience que nous vivons aujourd'hui, que nous n'aurions jamais pu faire avec un régime qui est dirigé par un ancien opposant. Alors, le problème de l'Afrique est assez complexe. Il y a des pays où cela devient une institution, où réellement on écoute toutes les voix discordantes pour rechercher un consensus. Il y a des endroits où les gens ont la conviction d'avoir la vérité éternelle et surtout l'éternité également du maintien au pouvoir qui fait qu'ils sont sourds à toute possibilité d'ouverture. Alors, est-ce que vous pensez que l'opposition doit être une institution dans nos démocraties? Dans le cas de certains pays, j'étais à Bamako il y a 1 mois et demi de passage. Je me suis rendu compte qu'il y avait eu un débat toute la journée sur un vote à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une motion de censure du gouvernement. J'ai été extrêmement impressionné par la qualité des débats que j'ai suivis de la chambre d'hôtel où j'étais. Et j'estime que c'est une manière d'institutionnaliser le système. Ce genre de choses existe au Sénégal. Bon, ça n'a pas encore commencé en Côte d'Ivoire, mais il y a une ouverture dans ce sens. Mais il y a d'autres pays comme la Guinée où cette possibilité ne peut en aucune manière être provoquée. D'abord, la Constitution ne permet pas une telle institutionnalisation parce qu'il n'y a aucun rôle pour l'opposition en réalité dans les textes. Et au niveau de l'Assemblée nationale, la recherche de consensus n'est pas forcément la chose la mieux partagée. On a tendance à voter les lois à chaque fois à une courte majorité, mais il n'y a pas de débat de fond sur ces questions-là. Certains autres pays, c'est difficile de citer les pays, disons, qui ne correspondent pas à cet objectif que nous voulons défendre aujourd'hui, mais je vous ai cité ceux qui, honnêtement, étaient en train de qualifier le processus pour en faire une institution. Dans les pays anglo-saxons, bien sûr, au Ghana et autres, ce débat ne s'oppose pas. Nous parlons là des pays francophones qui, absolument, n'ont pas tiré les leçons de toute cette évolution et qui continuent de maintenir la constitution de la Ve République dans un cadre qui se sont fabriqués eux-mêmes en partant de leur expérience de pays à partie unique. Alors, ma dernière question, M. Sidya Touré, est-ce que, en tant qu'homme politique guinéen, vous êtes optimiste par rapport à l'évolution démocratique de votre pays? Je ne fais que dire ce qui existe. Je suis confiant dans la mesure où nous n'avons pas d'autre perspective que de nous ouvrir. Nous n'avons pas d'autre perspective que de laisser une place à l'opposition, d'autant plus que l'alternance est quelque chose que nous ne pouvons absolument pas contrecarrer. Cela arrivera. C'est assez dommage dommageable quand nous avons des systèmes, j'ai dit, comme en Guinée, qui est mon pays, où vous avez un ancien opposant qui devient président de la République et qui nie totalement les rôles que doit jouer l'opposition, pire que ce que les militaires faisaient à l'époque. Donc ça, c'est assez inquiétant. Mais c'est une culture, à mon sens, qui relève un peu du passé et qui va s'effacer au fur et à mesure parce que ce n'est qu'avec cette ouverture que nos pays trouveront le consensus nécessaire pour créer les conditions de l'investissement privé dans leur pays et favoriser le développement économique et social, qui est l'objectif fondamental de la politique que nous menons. Merci, M. Touré, depuis Abidjan. Alors, professeur Kanouté, je vous donne la parole pour réagir aux propos de M. Sidya Touré et éventuellement de commenter ce que Dr Badje a dit tout à l'heure. Oui. Il y a quelque chose qui frappe tout de suite, c'est-à-dire ce qu'il a dit, quelque chose qui est tout à fait exact. C'est que nous avons remarqué en Afrique que c'est
lorsque les anciens opposants arrivent au pouvoir, que l'opposition a des problèmes. A plus de problèmes que quand, n'est-ce pas, eux-mêmes ils étaient dans l'opposition. Ça paraît un peu... Je sais pas pourquoi. Alors qu'ils ont vécu cette opposition-là, ils auraient dû être les premiers, en tout cas, à mon avis, à créer les conditions d'une possibilité pour l'opposition de jouer son rôle. Mais d'après vous, pourquoi ce n'est pas le cas, d'après vous? Bon, moi, vu votre expérience, je l'explique seulement par le fait qu'en venant au pouvoir, généralement, les gens veulent s'incruster. Ils ne veulent pas partir. Donc, ils font tout pour ne pas partir. Comme ils étaient déjà dans l'opposition, ils savent là où il faut, n'est-ce pas, fermer. Bon, mais c'est dommage. C'est-à-dire, je ne veux pas... Mais ce qui est sûr, c'est qu'un peu partout où les anciens opposants sont venus aux affaires, ça n'a pas du tout réglé le problème de l'opposition. Alors que ça aurait dû être, à mon avis, le contraire. Ceci m'amène à dire qu'il faudrait vraiment que nous allions vers une véritable institutionnalisation de l'opposition. C'est-à-dire constitutionnaliser même l'opposition. Oui, mais professeur, c'est constitutionnalisé dans des pays où la Cour ne s'est pas respectée. Oui, lorsque la Constitution, dans ses dispositions concernant l'opposition, est violée, on fait quoi? Puisque c'est déjà dans la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, bon, d'abord, vous voyez, quand on parle de l'opposition dans la Constitution, et il a dit tout de suite que ceux qui sont de culture française, c'est que c'est là que l'opposition n'existe pas dans les textes. C'est-à-dire, si vous prenez la Constitution française, nulle part, on ne parle de l'opposition dans la Constitution française. Et si vous prenez la Constitution du Mali, nulle part, on ne parle de l'opposition. Et c'est valable pour le règlement intérieur de l'Assemblée. Vous prenez le règlement intérieur de l'Assemblée en France, au Mali, ce n'est que cette nouvelle législature-là qui a explicitement mis pour la première fois dans le règlement intérieur explicitement l'opposition. Dans 2 articles, il est dit clairement, par rapport à la composition de commission spéciale d'enquête, on dit que la fonction de président ou de rapporteur reviennent à l'opposition. Et dans la commission de contrôle, il est dit clairement que le président de cette commission est issu d'un député de l'opposition. C'est pour la première fois que le mot opposition apparaît dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. On parle de groupe parlementaire, mais on ne parle pas d'opposition. Donc, ça veut dire que, en tout cas, en ce qui concerne le Mali, il y a quand même, on peut dire que ça c'est un exemple qu'il faut saluer. Il faut aller, on le verra, il faut aller encore plus loin. Mais ce qui c'est qu'il y a une violation il est vrai qu'on viole. Prenez par exemple notre propre statut. Il est dit quelque part que quand vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez pas être membre du gouvernement. Si vous êtes membre du gouvernement, vous perdez automatiquement votre statut Et on prend des ministres de l'opposition qui continuent à dire qu'ils sont de l'opposition. Si vous-même vous violez, n'est-ce pas, ces statuts, et le pouvoir, eh bien si le pouvoir, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Docteur Badji, oui. Quelle réaction? Je vous vois sourire. Mais d'abord, je suis parfaitement d'accord avec le professeur. Mais en écoutant, d'abord je remercie le président Sidya pour l'excellente contribution. Il l'a vécu durement à des moments différents dans l'histoire politique et dans la vie politique de son pays, la Guinée. Et à plusieurs reprises, le président Sidya a parlé de débat, il a parlé d'ouverture. Et je pense que c'est un élément important, c'est un élément incontournable en démocratie. Et dans un contexte démocratique, on peut étouffer des libertés ce matin et ce soir, mais on ne peut pas réussir à étouffer permanemment les libertés individuelles et collectives. Cela ne me semble pas du tout possible. Alors, l'explication, le professeur Kalouté a commencé à le dire, et beaucoup de dirigeants, à la question que vous avez posée, mais pourquoi? Et il dit, c'est parce qu'ils veulent rester au pouvoir, chercher à se pérenniser au pouvoir, mais aussi beaucoup d'exemples très très éloquents l'ont montré. Tout ce qui, par l'étouffement de l'expression
des libertés individuelles et collectives cherche à se maintenir au pouvoir. Beaucoup d'exemples sont là pour démontrer que ça n'a pas une vie. Ces méthodes-là n'ont pas de durée, et tout ce qui arrivera à se maintenir, en tout cas les cas qu'on peut citer aujourd'hui, c'est beaucoup plus des situations où on est arrivé à se maintenir par des hold-up électoraux. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut être optimiste, il l'a dit aussi. Et nous devons être optimistes, en tout cas les citoyens et les Africains sont en train de s'approprier le processus et c'est sûr que on ne peut pas étouffer les libertés permanemment, les libertés individuelles et collectives. Et c'est ça véritablement l'espoir qu'il faut avoir par rapport à cela. Très bien. Je vous invite maintenant à suivre M. Vivien Makaba-Péa. M. Vivien Makaba-Péa est le délégué général des jeunes du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir au Gabon. Je vous invite à le suivre et puis ensuite nous discuterons de son point de vue. Bonsoir Monsieur Péa.